Bienvenue dans l'Instant Débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Vous le savez, au Bénin, nous amorçons le 5e mois du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, une opération déjà réussie à mi-parcours. Justement, lorsqu'on se réfère à l'engouement des populations, la mobilisation de la population, la détermination des agents recenseurs, mais il y a quelques difficultés liées à l'opération. On va aborder le sujet avec Fréjus Serlan. Vous êtes journaliste à Diaspora FM et Eden Télévision. Bonjour. Bonjour, Tranquille Bienontin, et bonjour aux téléspectateurs de Eden Télévision. Un plateau 100% maison avec Peggy Dovic Dagba, rédacteur en chef de Diaspora FM. Bonjour. Bonjour à vous, Tranquille Bienontin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Avec vous, on va commencer par faire l'état des lieux. Avant le RAVIP, le Bénin a connu une série de recensements. Quelle est l'utilité aujourd'hui de cette nouvelle opération? Mais voilà, je pense que l'utilité de l'opération du RAVIP est la résultante de tout ce qui s'est fait, un peu comme recensement dans ce pays. Souvenez-vous qu'on a commencé quand même par parler du RAVEC, le recensement à vocation d'état civil, où on avait des juges qui tenaient, on va dire, des séances, dans les arrondissements, dans les quartiers où il fallait délivrer des actes de naissance à ceux qui n'en avaient pas. On pensait qu'on était au bout de nos peines quand cette opération a dû prendre fin pour faire le lit à une autre, le renard. Quand il s'est agi de commencer par poser les bases de la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, le RENA, le recensement national approfondi, qui devait donc pouvoir fournir la base de données qui permettra donc de faire la LEPI. Entre-temps, nous avons eu d'autres recensements, le RGPH, le recensement général des populations et de l'habitat, et qui, ma foi, a connu plusieurs phases. On a eu la phase 1, la phase 2, la phase 3. C'était sous, la férule de l'INSAE, l'Institut national de statistiques, d'analyse économique et approfondie, en tout cas qui permettrait donc d'avoir la réalité de la population qui vit sur le territoire béninois. Alors, après tout ceci, on a quand même pu avoir la liste électorale permanente informatisée après les montagnes de milliards qu'elle aura coûté donc pour les caisses de l'État. Aujourd'hui, nous en sommes au RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification des populations, qui vient coiffer tout ceci pour nous, dit-on, parce que nous avons quand même entendu des spécialistes, beaucoup de personnes en dire vraiment du bien, eu égard à ce que ce RAVIP a produit ailleurs. Aujourd'hui, c'est quand même un instrument important et l'établissement est en cours avec différentes formes de difficultés que ne cessent d'affronter tant les populations que les agents recenseurs. Surtout de l'opération du RAVIP, mais avant les acquis des précédentes opérations qui ont coûté aux contribuables et aux partenaires techniques et financiers plusieurs dizaines de milliards. C'est vrai que toutes ces opérations, en tout cas, ont un objectif bien fondé. Si nous prenons le cas du RAVEC, nous savons que dans les contrées, dans les milieux ruraux, les populations n'ont pas d'état civil et quand les enfants vont à l'école, les difficultés liées à cette pièce, nous savons. Est-ce qu'on a réussi à capitaliser les précédentes opérations aujourd'hui au Bénin? C'est le véritable problème qui se pose à chaque fois au Bénin quand il s'agit d'initiatives, de projets du genre. Mais le problème n'est pas encore là parce que toutes ces opérations passées ont leur sens. Parce que le Bénin n'aurait pas pu atteindre ce niveau où il est aujourd'hui. Le Bénin n'allait pas pouvoir arriver, faire tout ce qu'il a fait aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le RAVEP, Mirena, RGPH, parce que toutes ces opérations, ces données nous ont permis à un moment donné de faire des prévisions, de faire des projets sur la base de ces données-là de la population. Donc, ces opérations étaient importantes et ont servi valablement le pays. Maintenant, vous avez parlé de capitalisation. C'est là le problème. Est-ce qu'on a tendance à croire que chaque fois, on reprend tout dès le début? C'est ce qu'on constate. Là, le RAVIP, maintenant, nous reprenons tout dès le début. Est-ce que c'est ce qui devait être? Moi, je ne suis pas spécialiste de la chose, mais je ne crois pas. Déjà qu'on a toutes ces opérations, il s'agira plutôt d'une actualisation. Si on avait réellement capitalisé, on était arrivé à capitaliser la chose. Là, on reprend tout du début. Donc, peut-être, après ce RAVIP, avec un
autre régime, on va nous parler du Ravi B ou bien de quelque chose d'autre et on reprendra tout au début avec des vingtaines de milliards encore. Est-ce que c'est ce qui doit être, qu'on vient nous le dire, le peuple ne demande qu'à savoir, nous aussi, nous ne demandons qu'à savoir, est-ce qu'à chaque fois ce sera un recommencement éternel? Et puis, en tout cas, le RAVIP, la genèse, on l'a expliqué. Les objectifs du RAVIP, on l'a expliqué. Ça permet d'identifier ceux qui, c'est la mobilité de ceux qui vivent au Bénin, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Et cela permet de sécuriser le pays. Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même revenir un peu sur le problème de capitalisation et dire que franchement, c'est l'un des vrais problèmes de ce pays. Le GRAVEC, puisque j'en savais quand même un petit par je ne sais pas si les magistrats ou les juristes, Cyril Goubeidji. Franchement, c'était quand même une opération qui devrait permettre à ces nombreux enfants du Bénin qui n'ont pas d'acte de naissance de les avoir. C'était un projet vraiment important. Et il y a eu quand même beaucoup de populations qui se sont déplacées pour obtenir quand même ce premier acte d'état civil qui, ma foi, devrait quand même pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Imaginez-vous que des gens grandissent jusqu'à 20 ans, 30 ans, maintenant n'ont même pas d'acte civil, comment vous dites ça, d'acte de naissance. Il faut dire que c'était quand même une idée géniale que le pouvoir d'alors avait eue. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça puisse finir, comment dire, en queue de poisson? C'est dangereux, c'est pas bien. Maintenant, aujourd'hui, on en revient au RAVIP. Le RAVIP, c'est un instrument qui va suivre chacun dans sa vie, aujourd'hui jusqu'à sa mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant les actes d'état civil pourront être valablement et sans problème délivrés, mais vos mouvements dans la vie pourront être suivis. C'est-à-dire quoi? Si vous gagnez, vous-même quand vous faites des opérations privées entre des gens, entre vous-même et pas avec l'État, le RAVIP pourra permettre de le savoir et de vous suivre. L'État pourra suivre quelle est votre évolution dans la société, quels sont vos mouvements. Donc c'est un instrument très très important. Hier j'étais avec le président, je crois, du comité de pilotage qui, ma foi, nous disait que c'est un élément, c'est un instrument qui sera inféodé à toutes les réformes au plan national. Par exemple, pour vous délivrer la carte nationale d'identité, on devrait pouvoir très rapidement interroger la base de données et vous sortir votre carte d'identité sans problème. Mais sur cette carte d'identité, vous aurez un identifiant personnel, un numéro d'identifiant personnel, je crois. Et ça devait pouvoir être sur pratiquement tous les actes officiels que vous devez pouvoir être en mesure de faire avec l'État. Donc, c'est un instrument dont l'importance est capitale et qui requiert la participation de tous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, bon, c'est, c'est pas nécessaire, c'est facultatif. Non, tout le monde doit pouvoir se faire enrôler. Et l'autre information que j'ai eue de lui, c'est que on ne pourra même pas parler d'extension ou de prolongation, ce à quoi nous sommes habitués dans ce pays où chacun prend son temps pour aller faire telle ou telle chose, alors que c'est enfermé dans un délai. Donc, il a été très clair parce que j'ai été surpris. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que, vu ce qui s'observe sur le terrain où la mobilisation est quand même assez grande, tous les jours que Dieu fait, les populations veulent se faire enrôler. Vous voyez de longues files d'attente et des gens qui sont là patiemment, attendant patiemment d'être enrôlés. Mais il y a des gens qui ne le font pas à la tombée de la nuit et qui sont obligés de rentrer et de revenir le lendemain. Mais malgré ça, nous a-t-il dit hier, il ne faut pas s'attendre à une prolongation, en tout cas, du délai par rapport au RAVIP, ce qui, ma foi, nous a laissé totalement surpris et songeurs. On se demande si vraiment il faudrait quand même pas faire quelque chose. En tout cas, on n'en est pas encore là. Nous avons encore 2 mois. L'opération suit son cours. Vous avez parlé de la mobilisation. Nous ne sommes pas en période électorale. Je me suis interrogé. Partout où je suis passé, j'ai vu des gens très tôt déjà font la queue et attendent des agents recenseurs. Et toute la journée, sous le soleil, sous la pluie, ils sont là déterminés à avoir leur sésame. Quels sont les mobiles? C'est vrai que c'est à apprécier, c'est à féliciter. Mais il est quand même important de
de s'interroger sur les mobiles, de cette grande mobilisation de la population autour de l'opération. Les mobiles sont clairs. Vous voyez sur toutes les chaînes de télévision, toutes les chaînes ont été réquisitionnées. J'allais dire, toutes les chaînes de radio, de télévision. La communication a réussi. Journaux, oui. Ça, nous ne sommes plus à la normocommunication ici. L'hypercommunication a marché. Toutes les populations dans toutes les contrées sont au courant de l'importance du RAVIP. Et je vais vous confier, moi, mon sentiment personnel, c'est dire même que les femmes rurales, les hommes, les paysans, les artisans sont même plus acquis à la cause que les intellectuels. C'est bizarre, mais c'est cela. Vous avez parlé de la communication. Oui. Il y a eu des éléments qui ont été réalisés en langue nationale et autres, donc tout le monde en minant et qui passent donc la communication a marché, mais ce que Ludovic Daba vient de dire, moi je m'étonne quand même qu'on puisse dire qu'il n'y aura pas de prorogation. Je crois que c'est une blague qui n'a pas bon goût, parce que qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Allez voir, moi j'ai tenté un peu de jauger un peu la chose, je suis parti sur des sites. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez le matin déjà à 5h, à 6h, il y a une liste. Il y a une liste où vous mettez votre nom, vous vous inscrivez sur cette liste-là. Et vous revenez peut-être à midi voir si on est déjà sur votre nom. Et si on n'est pas déjà sur votre nom, vous revenez à 13h, à 15h, etc. Dans ces conditions-là, où les gens doivent aller vaquer à d'autres occupations, parce que quelqu'un ne peut pas laisser son boulot et venir s'asseoir du matin au soir pour dire je vais faire un VIP et voilà, aujourd'hui ça ne marche pas et demain il va revenir et rater son boulot. Il serait en train de courir derrière le RAVIP et perdre son boulot. C'est pour cela justement que les organisateurs, en tout cas les agents recenseurs ont pensé en l'enrôlement les week-ends. Moi, il faut même l'enrôlement les dimanches, je crois. Oui, mais ça ne suffira pas forcément. Il faudra... Regardez, nous sommes dans le 5e mois, mais toujours aller voir les files d'attente. Les files d'attente et ce qu'on doit même dénoncer quand vous allez à Togoudou, dans le quartier Togoudou, ça ne suffit même plus à certains agents recenseurs de donner une liste où les gens viennent s'inscrire et revenir voir plus tard. Il y a un circuit maintenant où si tu n'es pas inscrit sur une liste, tu peux payer 500 francs. Pour être vite reçu. Ça, c'est des choses à dénoncer. Je crois qu'il y a un numéro 7016 où les gens, je crois que les gens saisissent seulement déjà. Il y a des gens qui sont fâchés dans ce quartier Togoudou. Parce que vous vous inscrivez, on dit recensement administratif, c'est un truc d'État. Et les gens vont se mettre à faire leur petit business. Et les agents recenseurs, ils sont payés pour le travail qu'ils font. Pour le travail. Ils ont leur honoraire. Je crois qu'on doit pouvoir donner un autre délai. En ce moment, les autorités en charge de ce recensement-là verront ce qu'il y a à faire, mais dit qu'il n'y aura pas de progression. Peut-être c'est pour inviter les gens. C'est officieux. Non, je crois que c'est une information officieuse dans son parcours. Voilà. En fait, moi, j'en ai parlé parce qu'il faut quand même mettre les gens devant leurs responsabilités. Parce qu'il y a des gens qui attendent toujours les dernières minutes pour pouvoir se prêter aux actes de recensement là. Ce qu'il faut mettre en lumière aussi, c'est peut-être l'option que les gens ont faite, que je ne comprends pas, c'est-à-dire l'insuffisance du matériel. Pourquoi il y a toujours cette longue file de gens qui chaque fois sont là, mais tout le monde n'est pas pris en compte. Et ça, c'est constant. Et c'est un peu partout que la chose s'observe. J'ai tenté, par exemple, dans mon coin, dans mon quartier à moi, à Bédoko, où j'ai voulu me faire enrôler, mais le monde que j'ai vu m'a franchement dissuadé. Je me suis dit, il faut que je revienne après. Mais l'autre chose aussi, c'est que les gens se font, se font prendre par deux fois. Vous y allez une première fois pour certains renseignements et on vous demande de revenir après, histoire de constater si ça a été fait ou pas. Non, il y a autant de choses. Moi, je pense quand même que les membres du comité de pilotage devraient pouvoir faire un bilan, évaluer vraiment l'opération à mi-parcours pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a observé sur le terrain, quelles sont les difficultés et quels sont les correctifs à apporter pour que l'opération soit quand même plus efficiente. Parce qu'on a noté l'adhésion des populations. On ne peut pas dire que les populations ne sortent pas. Les populations sortent et ils sont vraiment, elles sont mobilisées, elles sont intéressées, elles adhèrent à la chose. Alors, il ne faudrait pas qu'on puisse quand même les fâcher et en ne les prenant pas en compte comme cela se doit et dans les temps. Moi, je pense qu'il faut qu'on observe, on apporte un soin à cela. Est-ce qu'on ne peut pas augmenter les
l'équipement, les kits, pour permettre vraiment de prendre plus de gens. Je sais que le chef de l'État, lui-même qui a donné le bon exemple en se faisant enrôler au début de l'opération. On a vu les images tout à l'heure. Il accorde du prix à l'opération, mais je pense que c'est l'occasion de développement parce que sans ça, il y a manque en dehors du manque de matériel, il y a la mobilité du matériel. Parfois, vous allez, ça a bougé. On dit que bon, vous les avez identifiés quelque part. Quelques jours après, vous repassez. On dit qu'ils sont ailleurs. On dit que le tour de ce quartier est passé. Et il faut aller maintenant dans un autre quartier. Et bon, on dit que oui, on peut se faire enrôler partout. On ira voir, nous, c'est notre rôle maintenant d'aller comprendre les raisons de cette mobilité-là. Parce que moi, le quartier que j'ai le plus maîtrisé dans cette affaire, c'est le quartier Togo dont je parle. Il y a un instant, on vous dit, les agents recenseurs étaient au niveau de la buvette température. Une semaine après, on vous dit, ils ne sont plus là. Ils sont maintenant au niveau de la buvette plein air. Vous allez payer vous allez passer au service commercial la publicité. Nous incitons la population mais c'est pour noter la mobilité. Ils bougent d'un quartier, ils bougent à un autre. On dit bientôt, ils viendront dans ce quartier. Ça ne permet pas véritablement aux gens de se faire enregistrer, de se faire enrôler parce que dans ce quartier, tout le monde n'a pas pu. Pourquoi ne pas avoir un kit personnel dans ce quartier-là? On a vu faire d'autres recensements. La liste électorale permanente, la LEPI, on a vu, les agents étaient à un point donné du début jusqu'à la fin. Vous allez là-bas, vous allez vous faire enregistrer. Mais là, maintenant, ils sont à B, ils sont à C, ils sont à D. Les gens se perdent, ils ne savent plus là où ils doivent faire ça. Avec cette situation, je suis sûr qu'à la fin de ces 6 mois-là, il y aura une bonne partie de la population qui ne se serait pas fait enrôler. Ça, c'est clair. De toutes les façons, je crois qu'ils entraîneront compte, mais le problème, parce que les populations, le manque de matériel et la mobilité du matériel crée énormément de problèmes à ceux-là qui quittent leur maison très tôt et pour se faire enrôler. Tout à fait. Et là, on se pose vraiment la question de cette option-là. Est-ce qu'elle est si, importante? Est-ce qu'elle s'adapte vraiment à la situation? Parce que quand on reste ici aujourd'hui, 1 semaine, 2 semaines, on quitte là, alors qu'on n'est même pas sûr que la majorité de ceux qui doivent se faire recenser dans cette localité l'ont fait. Allez, on va ailleurs. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ils viennent encore là où vous êtes. Il y a encore beaucoup plus de monde et c'est comme ça. Donc, c'est inachevé. Hier encore, il nous disait, le président, que chacun pouvait se faire enrôler partout où il se retrouve, où il peut le faire. D'accord. Mais combien de personnes peuvent aller se faire enrôler là où il est en train de travailler alors qu'il est là pour un travail peut-être ponctuel? Je donne l'exemple d'une équipe de reportage qui se trouve, qui va par exemple à Ouida pour un reportage qui voit l'équipe de recensement. Est-ce que valablement ceux-là pourront se faire enrôler alors que dans leur quartier, peut-être que c'est déjà passé, l'équipe de recensement. Donc c'est un problème. Tenant compte de la file d'attente, parce que dès qu'ils viennent à un point, il y a déjà une file. Ils ne peuvent pas. L'affluence est si forte que on arrive vraiment, ça vous dissuade. Vous n'avez pas le courage d'attendre et de dire oui, je vais, à moins que vous n'ayez rien à faire. Et ça, c'est les week-ends. Les week-ends aussi, c'est assez grand. Donc vraiment, on se demande comment on pourra le faire. En dehors de ces récriminations, c'est quand même déjà un succès à mi-parcours de l'opération. Ça, il faut quand même avoir le courage de le dire. Déjà, sur l'ensemble du territoire national, l'opération se déroule. Normalement, les agents sont sur le terrain. Et ça, au moins, il faut avoir le courage Bien évidemment, on l'a dit au tout début de cette émission que l'adhésion, elle était massive. Les populations adhéré fortement à cet instrument de développement qu'est le RAVIP. Mais comme on le dit toujours, c'est l'approche qui a été choisie. C'est là que je trouve un peu pertinente la proposition de Alain Adirou qui disait qu'il aurait fallu quand même faire comme le RGPH, envoyer les agents recenseurs dans chaque ménage. Là, on est sûr, dans un week-end, en allant trouver la majorité des occupants, des habitants de cette maison, aller dans chaque ménage et faire ce recensement-là. Parce que si on continue avec ce qui se passe là, si on n'apporte pas d'amélioration avec cette mobilité, avec ce manque de matériel, ce n'est pas évident qu'on puisse atteindre le 100% de succès, parce qu'au niveau de la communication, au niveau de l'adhésion, je crois que c'est à 100%, tout le peuple béninois sait que c'est un instrument de développement, il n'y a rien à dire de ce côté. Maintenant, si le peuple adhère, maintenant il faut que le gouvernement puisse quand même mettre les conditions pour que, en synergie, et population, et gouvernement, et agents recenseurs puissent atteindre les objectifs, le résultat attendu. Parce qu'il ne servira à rien de finir l'opération et qu'il y ait des gens
qui ne se serait pas fait enrôler, parce qu'on parle de l'NPI, numéro personnel d'identification, qui va vous permettre maintenant d'obtenir une carte d'identité électronique et permettra au Bénin d'avoir un registre de population, son registre national de population. Et qu'un citoyen ne se retrouve pas ce registre, c'est rendre la vie totalement impossible à ce citoyen-là, parce qu'il ne pourra rien faire sans cette carte-là dans ce pays. Rien, absolument rien. Donc ce serait dommage de créer de tels préjudices à un citoyen qui quand même aurait fait de longues files d'attente sans pouvoir se faire enrôler en son temps. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ces files-là et n'ont pas pu réussir. Lorsqu'on a fini de dire tout cela, quand on parle de la population du Bénin, c'est non seulement celles qui vivent dans le pays, et aussi celles qui sont celles de la diaspora, nos frères de la diaspora. Mais jusque-là, je n'ai pas eu vent de déroulement de l'opération hors de nos frontières. Qu'est-ce qui se passe? Doit-on comprendre que nos frères de la diaspora ne sont pas concernés par l'opération? Oui, les Béninois de la diaspora qui donnent l'impression d'être laissés de côté dans cette opération. Mais il ne faut quand même pas qu'on se méprenne sur les thèmes. Ils ont parlé d'opération nationale. Peut-être que c'est dans un premier temps ceux qui sont sur le territoire national qui les intéressent pour l'instant. Il y aura une deuxième phase qui sera ouverte, consacrée à nos Béninois de la diaspora, nos frères qui sont donc ailleurs et établis dans le monde. N'oubliez quand même pas que c'est une grosse opération financière aussi, c'est beaucoup d'argent et des missions doivent partir pour pouvoir les prendre en compte. Vous vous souvenez un peu de ce qui s'est passé dans le cadre de la LIPI où il a fallu des équipes, beaucoup d'équipes envoyées de par le monde, où dans chaque pays se sont établis pour pouvoir les recenser. Ça n'a pas été facile. Je crois que ce côté-là, en tout cas d'ici à là, nous apprenons que le comité de pilotage va devoir faire quand même une sortie pour faire l'évaluation, faire un bilan à mi-parcours de ce qui s'est passé. C'est sûr qu'à l'occasion, on va leur poser la question pour savoir un peu ce qui est réservé aux Béninois de la diaspora, qui quand même reste une forte colonie béninoise à l'extérieur, il faut le dire. Maintenant, l'autre chose, c'est quand même au plan national que ce n'est pas seulement les Béninois qui sont intéressés. Il faut insister là-dessus. Il y a aussi les étrangers qui vivent ici, chez nous, qui donc mais dans le rang des étrangers, on ne sent pas la mobilisation. Moi, j'interroge les gens quand je me déplace au niveau, fait le tour de quelques bureaux de recensement. Je ne vois pas, j'ai pas encore vu un étranger dans les files d'attente. Il faudra bien leur expliquer qu'en temps, au moment T, ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes, parce que sans cela, ils seront des citoyens en situation illégale au Bénin, parce que c'est cet instrument qui va permettre maintenant de savoir qui est étranger et qui est au Bénin, il fait quoi, comment il bouge, est-ce qu'il représente une menace pour le Bénin ou pas. Mais si à ce moment, vous retrouvez être une personne qui ne s'est pas fait identifier, qui n'a pas son numéro personnel d'identification, ça veut dire que vous représentez une menace pour le pays. C'est-à-dire que vous êtes fait terriblement évité par les agents recenseurs. Vous n'avez pas voulu adhérer, de vous faire connaître par les autorités béninoises. Et là, je crois qu'en son temps, ils devront répondre. Et ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes, comme je le disais. Donc c'est le moment de leur dire que tous les étrangers qui se trouvent au Bénin sont concernés. Enfants, adultes, adolescents, peu importe la personne, ils sont concernés par le RAVIP. Ils doivent aller se faire identifier pour que les autorités béninoises savent qui fait quoi au Bénin. C'est important parce que, parlant bien entendu de l'enroulement de nos amis de la sous-région, des étrangers qui vivent ici au Bénin, nous savons très bien comment nos frontières se comportent. Tout le monde arrive dans le pays, on ne sait pas qui est qui. Moi, j'ai eu la chance de louer dans des maisons où le monsieur, il arrive, je tais sa nationalité pour éviter toute représailles. Il vient, 1 mois, 2 mois après, vous voyez dans son appartement peut-être un salon, une chambre à coucher qui devrait contenir à peine 2 personnes. Vous voyez 8 personnes qui arrivent et puis vous interrogez le propriétaire qui vous dit il paie le loyer tout comme vous, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre maison. Et ces gens, généralement, c'est des gens qui sont dans des affaires louches, qui font des opérations vraiment louches sur l'ensemble du territoire et personne ne dit rien. Donc il va falloir quand même prendre en compte ce volet-là pour que le RAVIP, l'objectif visé en initiant le recensement administratif à vocation d'identification de la population, soit une réussite. Tout à fait, parce que c'est l'un des moyens pour nettoyer un peu ces niches
d'insécurité. Ce dont vous parlez est tellement criard dans ce pays que c'est pratiquement la chose la mieux partagée. Et cela appelle aussi la responsabilité des propriétaires, ceux qui louent les maisons à ces gens-là. Lorsque vous louez à une personne, vous savez très bien, ils sont combien dans la chambre. Il y a combien de personnes qui vivent dans ces chambres que vous avez louées. Ils sont coutumiers du fait, et je connais très bien la nationalité de ceux-là dont vous parlez. Ils sont extraordinairement, on va dire, hospitaliers vis-à-vis des leurs, où une seule personne peut venir louer, mais c'est 20, 30 personnes qui viennent dormir parce que chaque soir, eh bien, ils peuvent s'entendre sur le tour de rôle de ceux qui viennent, tous ceux qui viendront dormir. Pendant ce temps, c'est beaucoup de choses qui se combinent, à l'insu des autorités, à l'insu du chef quartier ou même du propriétaire. Malheureusement, puisque lui, il trouve déjà son compte, on lui paye régulièrement ses sous, eh bien, il ferme les yeux. Alors que beaucoup de choses, souvenez-vous un peu du dernier braquage qui est survenu à Boubacara Vigueton, le directeur général de la police républicaine a parlé. Vous voyez un peu ces genres de choses. C'est dans ces situations que ces genres de choses se montent très rapidement et ça se fait. Donc c'est très important. Ce recensement-là permettra de savoir qui est qui, même si vous êtes étranger. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos activités sur le terrain? Sont-elles ici illicites ou sont-elles licites? On le saura. Et à partir de cet instant, vous pouvez être suivi afin que vous ne puissiez pas commettre des forfaits dans le pays. Les étrangers, il faut encore le dire, sont la bienvenue chez nous. Nous ne sommes pas du tout des chasseurs de je ne sais pas quoi, d'étrangers ou autres, mais nous avons des règles auxquelles forcément il faut qu'ils défèrent et qu'ils respectent ces règles-là afin de pouvoir mener une vie harmonieuse dans le pays. Donc c'est très important. Plusieurs nationalités qui vivent, nationalités étrangères qui vivent au Bénin, ne serait-il pas intéressant pour les organisateurs, en tout cas du RAVIP, qu'ils associent les représentations diplomatiques, les consuls et autres, pour communiquer à l'endroit de leurs ressortissants qui vivent ici, afin qu'ils se mobilisent pour aller se faire enrôler. Bien évidemment, là, c'est une belle idée. Moi, je n'avais jamais pensé à cela. C'est une idée de génie que d'inviter les ambassades, les consulats à adresser une autre à l'endroit de leurs concitoyens. C'est qu'ils sont en association, la plupart vivent en association. Bien évidemment. Vous savez, il y a des ambassades qui sont en communication permanente avec leurs citoyens au Bénin. En communication permanente. L'ambassade de France, par exemple, dès qu'il y a une menace, tout de suite, leurs concitoyens qui sont dans un pays de l'Afrique de l'Ouest reçoivent un message automatiquement. C'est ça l'organisation. Reçoivent un message pour dire il y a tel danger, ne sortez pas, il y a telle situation. Donc, c'est une organisation. C'est une organisation, voilà. Donc, l'ambassade, là, peut, par exemple, envoyer un message à ses concitoyens pour dire allez vous faire recenser pour telle opération importante si vous voulez continuer par bénéfice de tel service et continuer à vivre au Bénin. Donc les autres ambassades peuvent aller à cette école, les autres consulats et dire, envoyer un message à leurs concitoyens ou convoquer une réunion pour leur dire voilà, le RAVIP, allez-y. Là, ça, ce sont les structures qui travaillent dans cette affaire de RAVIP-là qui doivent prendre cette idée-là et convoquer ou bien aller à la rencontre des ambassades et consulats, leur proposer cela pour que la communication soit totale. Parce que sur le plan national, envers les Béninois, pour les Béninois, c'est réussi. Maintenant, pour les étrangers, comme vous venez de le dire, l'engouement n'y est pas encore. Donc, pour les atteindre, il faut que leur représentation au Bénin puisse véritablement s'impliquer pour qu'en son moment, qu'il n'y ait pas de petits problèmes, parce que ça peut amener à des problèmes d'incidents diplomatiques. Quand un citoyen d'une nationalité INS ne se serait pas fait identifier et qu'en son moment donné, les autorités béninoises prendront ce citoyen pour ce qu'il n'est pas, ça peut créer de petits soucis en son temps. Donc il faut que la communication soit totale, globale, et que les ambassades aussi puissent s'impliquer pour que les étrangers puissent se faire enregistrer. C'est vrai que, oui, vous voulez dire quelque chose. L'un des gros manques au niveau de la communication, c'est un peu ça, parce qu'on n'a pas noté ce pan-là qui a été vraiment mis en lumière, qui a été, sur lequel on a insisté. Sur toute la communication, je crois qu'on n'a pas vraiment mis l'accent sur les étrangers aussi qui doivent prendre part à cette opération. Je pense que le comité de pilotage doit gagner à très rapidement refaire cela, histoire de leur dire oui, ce n'est pas que les nationaux, mais vous aussi, vous êtes intéressés par cette opération. Et ces étrangers-là sont employés par des Béninois aussi. Il serait bien aussi que dès que vous
vous avez un employé étranger, vous dans lui votre passez le société, message, voilà. qu'il que, se fasse, oui, vous lui faites passer le enrôler. message. On va conclure. Est-ce que vous vous êtes fait déjà enrôler? Peut-être une autre dans les services, tous les étrangers sont invités, comme les nationaux, à se faire enrôler au RAVIP. Voilà. Question piège, parce qu'il faut donner le bon exemple. Est-ce que vous êtes fait déjà enrôler? Je parlais tantôt des citoyens ayant fait de longs fils sans pouvoir se faire enrôler. Je suis parmi ces citoyens. Vous vous imaginez pour être ici à 6 heures, à Eden à 6 heures déjà, il faut le faire. On a déjà fait ces filles-là. Vous l'avez fait? C'est pas encore fait, mais ça se fera parce que là, de plus en plus, il faut vraiment y aller. Quand vous touchez à la chose, vous comprenez l'intérêt qu'il y a. Moi, je crois qu'il faut se donner tout le mal qu'il faut quand même pour le faire. C'est important, c'est nécessaire. On doit le faire, on va le faire. Puisque c'est moi qui pose des questions, bon, je ne vais pas me poser la question. D'accord. Non, mais je peux vous poser la question. C'est moi qui pose des questions. D'accord. Non, j'avoue, je ne l'ai pas encore fait. D'accord. Mais je crois que je vais le faire incessamment. Il faut mobiliser également. Peut-être qu'il faut taquiner un peu les organisateurs du RAVIP. Hein. On a vu une opération spéciale pour les forces de l'ordre, pour les écoliers, mais nous sommes des soldats de l'information. Pourquoi pas pour les journalistes? Nous sommes sur le terrain pour inviter les gens à se faire enrôler. Pourquoi pas un enrôlement spécial pour les journalistes? C'est un appel de pied pour les journalistes. Encore faudrait-il identifier là où on pourra vous enrôler, parce que les journalistes n'ont pas de quartier qu'ils sachent. On nous met un kit au palais des congrès, les journalistes sont invités à aller au palais des congrès se faire enrôler, ça va nous faciliter la tâche. C'est les propositions. Merci à vous, Félix Topin Dagba, frère Juge Serlan, le RAVIP, un instrument indispensable pour tous. Allez vous faire enrôler.